Vous savez, en société, il y a des passions et des centres d'intérêt plus ou moins admis, ou disons plus ou moins dénigrés. J'aime énormément le cinéma, la musique et la bande dessinée et je ne peux pas dire que cela véhicule une tonne de préjugés. En revanche, j'ai deux autres passions qui sont plus régulièrement mises à mal, le jeu vidéo et l'automobile. Et je dois souvent clarifier les choses, soulever quelques malentendus, tordre quelques préjugés. Salut à tous, c'est Ashikara et aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi j'aime les voitures. J'ai souvent le droit avec le jeu vidéo d'être vu comme quelqu'un qui aime un truc violent pour ados attardés. Eh bien, pour les voitures, j'ai le droit d'être vu comme quelqu'un qui aime un truc de matérialiste macho, bling bling, beauf, voire les deux. Pour commencer, il faut savoir que cette passion pour l'automobile ne sort pas de nulle part. Dans ma famille proche, c'est une passion partagée, transmise par mon père. J'ai dû voir mon premier rallye avant mes 4 ans, j'ai fait de nombreux rassemblements auto en tout genre, j'ai vu rouler des sports prototypes, des monoplaces, des voitures de rallye, j'ai fait les plus beaux musées automobiles de France et je regardais tous les grands prix de Formule 1. Je me souviens m'être déjà levé à 7h du matin, un dimanche donc, pour regarder un grand prix. D'ailleurs, en dehors des grands prix et des Tortues Ninja en rentrant de l'école, il n'y avait pas vraiment de télévision chez moi. Donc oui, cette passion était déjà présente dans mon cercle familial. J'ai toujours vu l'automobile comme un objet véhiculant une foule de sensations, que l'on soit dedans ou que l'on soit à le regarder. Et j'ai jamais vu l'automobile comme un marqueur de réussite sociale. À la limite, je la vois comme un indice sur le rapport qu'entretient son propriétaire avec l'idée même qu'il se fait de l'automobile. Mais j'y reviendrai plus tard. À vrai dire, je vois la voiture en soi, pas son propriétaire. Quand j'en vois une qui m'interpelle dans la rue, à aucun moment je regarde son conducteur. Ça ne me vient même pas à l'esprit. Si je dois penser à quelqu'un en la regardant, je penserai davantage à son concepteur ou à son designer. Et je sais bien que ce n'est pas comme ça que notre société de consommation présente l'automobile. Il suffit de regarder les pubs auto pour s'en rendre compte. C'est une catastrophe. Au mieux, on vous loue la voiture pour ses caractéristiques techniques, spacieuse, silencieuse, qui pollue peu, etc. Au pire, on vous vend ça comme un marqueur de réussite sociale, un prolongement de votre personnalité, pour pas dire autre chose, qui va épater la galerie. C'est aux antipodes de l'idée que je me fais de la voiture. Je ne vois pas ça comme quelque chose qui s'étale, la voyant tellement détachée de son propriétaire. Je vous dirais que ça ne se voit pas plus que ma passion que j'ai pour l'automobile. À vrai dire, peu de gens de mon entourage savent à quel point je suis passionné par ça. J'en parle avec peu de monde. Pour ceux qui me connaissent un peu sur internet, je peux vous dire que mes connaissances sur l'automobile sont bien plus grandes que celles sur les jeux vidéo, et pourtant je parle beaucoup plus de ces derniers avec les gens. Et qu'est-ce que je peux trouver de si passionnant dans l'automobile, me diriez-vous ? Plusieurs choses, assurément. Ce que j'aime et ce qui m'anime, ce sont les histoires en général. Et l'histoire de l'automobile est passionnante. Cet objet, symbole de liberté et d'émancipation personnelle, est fascinant à analyser. C'est avant tout des histoires humaines, de réflexion en réflexion, de découverte technologique en découverte technologique. Une histoire sur plus de 120 ans s'écrit, traversant le XXe siècle, se liant avec l'histoire avec un grand H. On peut analyser l'automobile sous tellement d'angles différents, que ce soit sociologique, scientifique ou même sportif. Car les plus belles histoires humaines du monde de l'automobile s'écrivent souvent là, au travers du sport et donc du jeu. Des histoires passionnantes naissent, et ce pour une raison simple, la notion de règles. Pour jouer, il faut respecter les règles du jeu en question. Et de fait, respecter les règles permet de reconnaître le jeu ainsi que ses adversaires. Il n'y a pas d'ennemis. Quand il y a des ennemis, il n'y a plus de règles, plus de jeu, plus de vainqueurs et pas de héros. Vous ne pouvez pas tirer de belles histoires de la guerre. Personne ne devient grand par cette dernière. Il n'y a que des perdants. Tout y est absurde, il n'y a rien à dépasser car les enjeux ne nous concernent pas.
Le pion qui sert un État qui est lui-même au service d'intérêts financiers ne peut trouver de sens à ce qu'il fait. Il serait naïf de croire qu'il y a des principes et des valeurs qui se jouent entre les États, seulement des intérêts et des rapports de force. L'État n'a guère de morale et d'éthique au sein de ses frontières, il n'en a jamais en dehors. Tout ça pour dire quoi ? Que vous n'aurez pas de beaux combats sans règles. Respecter les règles du jeu, c'est reconnaître l'adversaire. Vous pouvez alors gagner ou perdre contre lui. Après, tout dépend du sens que vous accordez à tel ou tel type de jeu. Le sport en général me fait vivre de belles histoires. Des retours en force, des tragédies, des suprématies, des sacrifices. Je ne sais pas si je serais prêt à faire autant d'abnégation pour arriver à la victoire comme certains sportifs, mais j'aime les voir le faire et j'aime les histoires qui se dégagent de leurs combats, matchs ou courses. Et j'aime particulièrement le sport automobile. Savant mélange de spectacle à sensation pour les sens, risques entrepris, découvertes technologiques, talents de pilote et anecdotes en tout genre qui émanent des courses, oui, ces histoires d'hommes et de femmes me parlent. La montée de Pikes Peak par Vatanen au volant de sa Peugeot 405 T16 utilisant sa main pour faire pare-soleil, le tragique abandon de la Toyota de tête dans le dernier tour des 24 heures du Mans 2016, le dernier Grand Prix chez Ferrari de Schumacher en 2006 à Interlagos, le triple backflip de la Mercedes CLR aux 24 heures du Mans 1999, l'histoire est jalonnée de grands moments de sport. Alors oui, factuellement, on a des voitures surpuissantes avec des gens qui mettent leur vie en jeu pour tourner en rond le plus vite possible sur une piste. Mais présentés comme ça, tous les sports, tous les jeux ont l'air idiots. 22 joueurs qui courent après une balle pour la pousser avec leurs pieds entre deux poteaux, 8 personnes courant le plus vite possible sur 110 mètres avec des haies à sauter. Le sens des choses est là où chacun veut bien le mettre. Ce qui crée la belle histoire, c'est plutôt de voir un ensemble de personnes mettre tout en œuvre pour réussir là où ils ont décidé de réussir, dans le respect de l'autre et des règles, puisqu'il faut respecter des règles pour jouer et donc pour gagner. Un autre aspect que j'aime dans l'automobile, c'est le nombre incroyable de débats qu'elle peut soulever. Premièrement, au sein même de ses règlements sportifs. Tel constructeur quitte tel championnat, telle réglementation fait venir tel constructeur. Quelle serait la meilleure décision à prendre pour rendre les coûts moins élevés afin de préserver les constructeurs impliqués? Dans quelle direction aller d'un point de vue énergie, développement moteur, format des courses, etc. Le débat entre passionnés est sans fin sur l'avenir des différentes disciplines sportives. Car au-delà des lettres de noblesse que le sport peut donner à une marque à travers ses différents succès sur les nombreux circuits du monde, le sport automobile est également un incroyable laboratoire technique. L'histoire auto montre que de très nombreuses innovations en matière de sécurité routière proviennent directement de la compétition. Sans le sport auto, la voiture de monsieur et madame tout le monde ne serait pas telle qu'on la connaît. Elle serait assurément beaucoup moins fiable, plus polluante et bien moins sécurisante. L'anti-brouillard, le pneu radial ou le frein à disque sont autant d'innovations qui sont apparues pour la première fois en compétition. L'automobile est étroitement liée à l'avancée technologique. De ce fait, elle a une actualité très riche qui se prête à de nombreux débats quant à son avenir et à ses évolutions. Autrefois à vapeur, elle a connu plusieurs changements de mécanismes de propulsion. Dans un monde où l'urgence écologique est plus que jamais au centre du débat public, le moteur à explosion est remis en question. Hybridation, moteur électrique, pile à combustible, fabrication des batteries, recyclage, les sujets sont nombreux et fort intéressants. L'avenir même de l'automobile telle que nous la connaissons est même remis en cause. Avec l'arrivée d'intelligence artificielle et des voitures autonomes, va-t-on voir la disparition de la conduite ? Ce qui peut amener à la question « Pourquoi conduit-on » Car la voiture autonome existe depuis des décennies pour les plus riches d'entre nous, ça s'appelle un chauffeur. Personne ne conduit sa propre limousine. En revanche, ce même propriétaire de limousine a peut-être une voiture à vocation sportive, stricte de place, qu'il conduit assurément. Pour quelle raison, si ce n'est le plaisir de conduire alors ? Je vous dirais que l'arrivée de l'automobile n'a pas effacé l'équitation. Est-ce que nous nous dirigeons alors vers un monde où l'immense majorité des voitures seraient autonomes et une petite partie serait construite pour les quelques passionnés qui trouvent en la conduite une finalité ? L'automobile peut en dire long sur qui nous sommes. C'est parti, et voilà. Alors, premier virage à gauche à fond. La route est un petit peu humide parce qu'il a plu, il y a eu une petite averse tout à l'heure. Alors le droite sur le pont est en deuxième, un peu glissant le gauche derrière, toujours en deuxième. Là, les voitures du rallye mettront la 5 et le gauche à fond en 6 ou à peine soulagé parce que c'est humide. Ça, là, c'est la seule épingle de la montée pratiquement. Alors l'épingle, Voilà, la petite tentacule. c'est bien passé.
lancé, impeccable. Et là, bien sûr, il y avait du monde parce que les gens savent que c'est ici qu'on tire sur le frein à main et qu'il y a du spectacle. Voilà le sommet du col, avec une épingle juste après, épingle gauche. Une autre épingle gauche en descente. Il y a plus de plaisir pour vous à conduire en montant ou alors en descendant comme ça? En descendant, en descendant. Parce que ce Spider Renault est strictement de série et donc il n'a pas une puissance extraordinaire pour propulser la voiture très très vite dans la montée. Par contre en descente, c'est très amusant à piloter. Voilà, on est dans 50 mètres, on va passer l'arrivée. D'accord. Et là voilà. Et on y est. Tenez, prenez l'automobile à l'échelle des pays. Il y a une véritable culture propre à chaque pays constructeur d'auto. Si nous prenons le créneau des sportives, on peut voir très clairement différentes philosophies de voitures d'un continent à l'autre. La voiture américaine est plus imposante, avec des moteurs placés à l'avant, de grosses cylindrées, puissantes, taillées pour la ligne droite. On appelle ça les muscle cars. En revanche, la sportive anglaise est plus petite, moins puissante mais beaucoup plus légère. Elle est ainsi beaucoup plus agile en virage. Elle tient mieux la route, freine mieux, mais va moins vite en ligne droite. Si on étudie l'histoire de ces deux pays, leur géographie, la façon dont s'est créées les routes, tout ceci respecte une certaine logique. Ça ne veut pas dire qu'il y en a une objectivement mieux que l'autre. Ce que je veux dire, c'est que les voitures ne peuvent pas être comparées et évaluées qu'avec des critères dits objectifs. Ce ne sont pas des lave-vaisselle ou des fours micro-ondes, qui consomment le moins, qui est le plus silencieux, qui est le moins cher. Non, ça ne marche pas comme ça. Il y a énormément de catégories de voitures qui répondent à des attentes différentes, mais au sein d'une même catégorie, il y a des réponses très différentes qui relèvent de la subjectivité, de la culture, et c'est là que ça devient passionnant. Dites-moi quelle voiture vous avez, je vous dirai quel type de relation vous entretenez avec l'automobile. Les publicités de gros SUV puissants et statutaires qui vous font passer pour un père de famille viril, ce n'est pas mon automobile. Pour faire un parallèle avec le jeu vidéo, la Paris Games Week, ce n'est pas mon jeu vidéo. Le festival Stunfest, en revanche, oui. Eh bien, le salon de l'automobile de Paris, ce n'est pas mon automobile. Le Mans Classique, en revanche, oui. Et dans les deux cas, jeux vidéo et voitures, on voit aisément les différences entre ces événements. Il y a les salons de consommateurs et les rendez-vous de passionnés. On vient au Stunfest pour jouer à des jeux récents, pour jouer à de vieux jeux, pour jouer à des jeux inconnus. On vient pour rencontrer des gens et jouer avec eux. On vient pour jouer. On vient au Mans Classique pour voir des voitures récentes, pour voir des voitures anciennes, on vient pour rencontrer des gens. À la Paris Games Week et au salon de l'automobile, on vient pour acheter, ou en prévision d'acheter, ou pire, pour rêver d'acheter. Parce que ce qui me fait rêver dans l'automobile, ce n'est pas de les avoir, c'est l'expérience qu'elles me procurent rien qu'en allant les voir. Je pourrais parler d'art puisque le ressenti est le même, mais je devrais plutôt parler d'artisanat dans le sens où l'art ne peut avoir de fonction. Or, une voiture a en premier lieu une fonction qui répond à un besoin de locomotion. Soit l'artisanat, le design peuvent à mon sens avoir les mêmes effets que l'art. Puis il y a des ambiguïtés, comme l'architecture, qui est un art, mais qui remplit aussi une fonction. Mais je ne suis pas sûr que ces débats de définition soient bien importants. Ce que je veux dire, c'est que mon ressenti vis-à-vis de l'automobile se situe par là. Il y a mille et une façons d'aimer la voiture. Je croise des passionnés d'auto populaires comme les 4 chevaux, les 203 ou autres DS, des voitures qui rappellent sûrement une époque à ces gens, car l'automobile est au cœur de l'histoire populaire du XXe siècle. Certains préfèrent les voitures de course, pour leur côté impressionnant, leur bruit et leur vitesse grisante, mais également pour leur palmarès et leur histoire sur les circuits. Certains aiment l'aspect mécanique et savent conserver et réparer leurs voitures de collection. Et il y a également le design qui rentre en compte, et je dois dire pour moi, c'est le critère principal. L'automobile est un objet d'émotion. Et je sais que ça peut en faire sourire plus d'un. Premièrement, il y a un aspect indéniablement culturel dans ce qui nous touche ou non dans l'art. Et pour le coup, l'automobile fait pleinement partie de ma culture, ce qui n'est pas le cas de tout le monde et j'en suis pleinement conscient. Pourtant, il y a une véritable histoire du design automobile. C'est un peu comme la haute couture et le prêt-à-porter. Et c'est tout d'abord une histoire humaine, avec de grands noms qui ont forgé leur propre style et leur propre studio de design, comme Pininfarina, Zagato ou encore Bertone. Tout comme dans la peinture ou la sculpture, il y a des courants, des modes. Par exemple, le design arrondi des années 60 va être remplacé par une période beaucoup plus anguleuse au début des années 70.
Voyez la Ferrari 275 GTB de 1964, dessinée par Pininfarina, qui sera remplacée par la Ferrari 365 GTB4 Daytona, dessinée par le même Pininfarina qui sera produite de 68 à 73. La rupture stylistique est flagrante et on va pouvoir l'observer chez beaucoup de constructeurs. Voyez la Jaguar Type qui sera remplacée par la XJS en 75. De même chez Alpine, la A110 de 62 sera épaulée par la A310 dans la gamme à partir de 71. On verra l'apogée de ce design taillé à la serpe dans la décennie suivante avec par exemple l'emblématique Ferrari Testarossa de 1984. Tout ça pour vous dire qu'il existe une véritable histoire du design automobile et que chaque modèle prend part à cette histoire. Les voitures ne sont pas déconnectées les unes des autres, bien au contraire. Voyez-vous, on ne vous remet pas en cause quand vous déclarez que la peinture est un objet d'émotion. Et d'ailleurs, je suis d'accord avec ça. Pourtant, la majorité des tableaux ne me font rien. Mais peut-être parce que si la peinture est reconnue comme art, tous les tableaux ne sont pas des œuvres. Et sans mes études en art, probablement que je n'aurais pas croisé de tableaux pouvant m'émouvoir. Le fait est que, grâce à mon parcours et à ma culture qui reconnaît la peinture, j'ai pu avoir des émotions devant des tableaux. Et si je reviens à l'automobile, je parie que l'immense majorité d'entre vous ne connaît pas les voitures que j'estime en termes de design. La voiture de monsieur et madame tout le monde que l'on voit dans la rue actuellement ne me fait pas grand chose non plus. Un peu de nostalgie dans 30 ans tout au plus, et surtout un intérêt historique comme appartement au patrimoine automobile. Moi, je veux vous parler du coupé Bugatti type 57 SC Atlantique de 1938, produite à 3 exemplaires, l'une des plus belles autos françaises d'avant-guerre. De la Ferrari 250 GTO, qui a marqué l'histoire du sport auto dans les années 60, en remportant 3 fois de suite le championnat du monde des voitures de sport en GT. De sa rivale, la Jaguar Type Lightweight, la version allégée pour la compétition de la plus mythique des Jaguars, et qui, je trouve, en version lightweight, est encore plus belle. Je veux vous parler de l'Alpine A110 avec sa carrosserie en fibre de verre polyester qui remporta le championnat du monde des rallyes en 1973 et qui, à mes yeux, a une ligne intemporelle. De la Porsche 911 Carrera RS 2,7 litres, la meilleure incarnation du mythe 911. De l'Aston Martin V12 Zagato de 2012 qui renoue avec la grande tradition des carrossiers designers redessinant une ligne pour une voiture existante. De même pour la Superleggera Berlinetta Lusso sur base de Ferrari F12 de 2015 qui est donc une Ferrari recarrossée par Touring Superleggera faisant au passage la plus belle Ferrari de ces 15 dernières années. Voilà, c'est de tout ça que je souhaiterais vous parler, de voitures inconnues du très grand public, de voitures qui ont souvent un passé chargé d'histoire dans leur conception ou sur les circuits. Des voitures totalement inutiles donc, incapables de vous emmener, vous et votre famille, à l'autre bout de la France en vacances. Totalement inutiles, tournant en rond sur un circuit délivrant leur mélodie issue de mécanique V12 d'un autre temps. Totalement inutiles comme toute œuvre d'art, et donc forcément indispensables à certains, et je crois bien que je fais partie de ces gens-là.